Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Donc bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Je suis en compagnie de Thierry Spencer, consultant, blogueur et conférencier. Donc bonjour Thierry. Bonjour. Donc tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter et nous introduire ton parcours? Oui, donc je suis un jeune consultant. J'ai rejoint l'Académie du service il y a 6 ans, mais je suis un vieux blogueur, si je puis dire, puisque j'ai créé mon blog il y a maintenant 14 ans. J'ai écrit plus de 880 billets au rythme d'à peu près un par semaine. Je publie des chroniques de livres, des synthèses d'études, des interviews, des rapports d'expérience à destination des professionnels de la relation client, de l'expérience client, du marketing client, si je puis dire. Et avant, j'ai occupé des fonctions de directeur marketing ou directeur de la relation client dans plusieurs entreprises et plusieurs enseignes. Donc, je suis d'abord un praticien Ouais. et ensuite blogueur, observateur et conférencier aussi. Je fais une cinquantaine de conférences par an et aujourd'hui donc consultant à l'Académie du service. Ok. Et dans ton expérience, du coup, tu as pu toucher à plusieurs industries de ce que j'avais cru comprendre. Oui, j'ai fait l'expérience de tous les canaux de la relation avec le client. J'ai dirigé des forces de vente, j'ai dirigé des centres d'appel, des équipes marketing, des équipes de création, des équipes de web et aussi bien dans l'e-commerce que dans la distribution, dans la restauration, dans l'édition. Donc j'ai eu beaucoup de vie Oui. avant d'être blogueur et consultant. D'accord. Donc chaque année, tu co-organises la conférence du CRM Meetings, donc là où on s'est rencontrés à Cannes, et tu apportes du contenu ainsi que ton expertise. Donc cette année, tu es ambassadeur de l'événement. Comment se passe la collaboration avec les équipes de Wii U, donc qui organisent l'événement? Bah, cette collaboration avec Wii U est une collaboration de confiance. Donc, ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on travaille ensemble et on s'accorde sur un niveau d'exigence qui est assez important puisqu'on fait venir des top décideurs pour leur faire passer 2 jours dans de très bonnes conditions, un peu loin de leur bureau pour rencontrer des prestataires. On s'accorde sur le focus sur les thématiques importantes. Et moi, ma mission est de trouver chaque année un ou plusieurs speakers qui vont développer une thématique qui va concerner les deux populations, donc aussi bien les professionnels de la relation client que les professionnels du marketing. Et cette collaboration avec Wii U est toute naturelle dès lors qu'on est d'accord sur la valeur qu'on va apporter pour les visiteurs. En l'occurrence, on sait qu'ils viennent pour chercher du benchmark. Ils viennent pour avoir le plus grand panorama possible de toutes les solutions, aussi bien pour le marketing que pour la relation client. Et puis, ils viennent aussi apprendre, s'enrichir et puis échanger entre pairs sur la meilleure façon d'aborder une problématique ou la meilleure façon de trouver D'accord. aussi un Donc, comme prestataire. abordé précédemment, donc nous on s'est rencontrés sur un salon donc, qui avait pour thématique la relation client et le marketing. Qu'est-ce que tu penses un petit peu en fait de la convergence entre les deux domaines, donc entre la relation client et le marketing? Mais le fait est que quand on regarde un peu l'historique de ces rencontres, ça a commencé par les marketing meetings. Et ensuite, il y a eu les Customer Relationship Meetings. Et puis, naturellement, les deux ont convergé, les deux ont fusionné pour en faire un événement qui est aujourd'hui important. Et en fait, cette convergence est tout à fait naturelle parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur des entreprises. C'est-à-dire que à la fois pour le client, les canaux de relation avec le client, eh bien, ils ont plutôt tendance à s'hybrider. C'est-à-dire qu'il y a un rapprochement entre la relation face à face, la relation à distance, la relation digitale, le self-care et la relation humaine. Et on voit effectivement à l'intérieur des entreprises, eh bien, que la fonction marketing se rapproche de la fonction relation client, qui elle-même se rapproche de la fonction digitale, de la fonction du service client ou du service consommateur. Donc,
il y a naturellement cette convergence. Et en fait, une très bonne illustration, on la tient par exemple à la société Club Med, qui est Mhm. dont a parlé Axel Lemaire lors de sa conférence. Le Club Med a fusionné, a fait converger en interne la direction des systèmes d'information, donc la DSI, avec le digital, avec le marketing et avec la relation client. C'est bien la preuve que ce salon, par le fait d'avoir fusionné les fonctions et fusionné les thématiques, faire converger les thématiques, est vraiment tout à fait représentatif de l'évolution du marché, et je dirais, et de l'évolution de l'organisation au sein des entreprises. Tout à fait. Et donc, on peut voir que les mêmes données sont donc utilisées par les spécialistes, que ce soit en relation client ou en marketing. Qu'en est-il aussi des KPI du coup? Alors, le fait est que ce qui rapproche, et c'était ce que disait aussi Axel Lemaire, qui était notre invité cette année, qui est l'ancienne secrétaire d'État au numérique et à l'innovation. Et d'ailleurs, elle parlait des spécialistes de la relation client et du marketing comme un peu des poissons pilotes dans l'entreprise. C'était le terme qu'elle avait choisi, dans le sens où c'est des fonctions qui ont été les premières impactées par le digital. Et ce sont aussi des fonctions qui se rapprochent naturellement, comme on vient de le dire, par le fait qu'elles Mhm. utilisent les mêmes données, en l'occurrence les données clients. Alors, en ce qui concerne les KPIs, en ce qui concerne les indicateurs clés de performance, eh bien, on pourrait dire que les marketeurs et les professionnels de la relation client ont chacun leur indicateur métier, si je puis dire, hein. Par exemple, pour les marketeurs, on parlera plutôt de transfert de segments si on utilise un CRM, donc le passage d'un segment à un autre, donc des outils spécifiques, ou alors des mesures relatives à l'efficacité des campagnes de communication, de recrutement ou de fidélisation, ou même on pourrait parler de taux d'attrition, hein, de taux de churn. Donc il y a des KPI marketing, mais il y a aussi des KPI relation client, comme le Ouais. first contact resolution, par exemple, hein, ou le once and done, c'est-à-dire la capacité à répondre tout bon du premier coup. Mais en fait, ce qu'on voit effectivement, c'est que, eh bien, il y a finalement ces deux professionnels se retrouvent autour d'un certain nombre d'indicateurs. En l'occurrence, évidemment, la satisfaction du client, hein, qui rassemble aussi bien les marketeurs que Oui. les professionnels de la relation client. Le Net Promoter Score, qui mesure la recommandation des clients. Et puis, le Customer Effort Score, qui est né il y a eu une petite dizaine d'années, qui est aussi un nouvel indicateur. Et ces trois indicateurs montrent qu'il y a au sein des entreprises un certain nombre d'indicateurs qui sont mis en œuvre et qui témoignent d'un plus grand focus euh, sur le client, si je puis dire, un plus grand intérêt pour l'évolution des parcours clients, un plus grand intérêt pour l'expérience client au sens large, c'est-à-dire la somme de toutes les interactions humaines et de toutes les interfaces digitales, parce que finalement, eh bien, ces professionnels, aussi bien de la relation client que du marketing, travaillent à la même chose, c'est-à-dire à Ouais. l'amélioration de l'expérience de la marque. Et on sait que chacun a ses prérogatives, bien sûr, mais converge pour ce qui est du client, aussi bien dans l'usage des données que l'utilisation des KPIs. Ok. Ma prochaine question, donc on va un petit peu axer sur le marketing. Comment vois-tu, toi, personnellement, donc l'évolution du marketing digital dans les années à venir? Alors, pour te répondre, je citerai Axel Lemaire, hein, à nouveau, hein, qui nous a fait le plaisir de venir témoigner cette année lors des Customer Relationship et Marketing Meetings à Cannes. Dans sa keynote en particulier, elle parlait des enjeux de la transformation des entreprises et des organisations. Et parmi ces enjeux, il y a l'enjeu de la confiance, qui me semble le plus important. Et quand on parle de confiance, eh bien, et qu'on fait référence au marketing digital, eh bien, c'est d'abord la confiance dans les nouveaux outils, et notamment guidés par l'intelligence artificielle, la puissance des algorithmes aujourd'hui, qui fait dire d'ailleurs à un auteur qui est Stéphane Amarcy, qu'on a cité pendant cette Mhm. conférence, qui a écrit un livre qui s'appelle Mon directeur marketing sera un algorithme, pour évoquer, avec un brin de provocation, pour évoquer le fait que
la fonction de marketing dans l'entreprise va évoluer à mesure qu'un certain nombre de tâches vont être gérées automatiquement et facilement par l'intelligence artificielle, à mesure que les segments et les scores clients vont se remettre à jour en temps réel, à mesure que le client aura besoin d'une interaction en synchrone avec les entreprises. Donc, il y a effectivement une très grande évolution dans toutes les techniques de marketing digital dans les années à venir, d'autant que ce qu'on peut aussi observer, c'est que les canaux de relation avec le client ont plutôt tendance à s'hybrider. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de digital dans le monde réel, et il y aura de plus en plus de relations humaines dans le digital. Et donc, il faudra être véritablement expert. Et ce qu'on attend dans le futur d'un professionnel du marketing, qui soit digital ou sur des canaux plus traditionnels, c'est d'être capable de décrypter des tendances, être capable d'analyser des rapports et de faire équipe avec l'intelligence artificielle plutôt que d'être en opposition. Donc, je pense que les leaders du marketing de demain sont ceux qui se préparent au meilleur usage possible de tous les outils, et notamment ceux de l'intelligence artificielle qui permettent évidemment une plus forte personnalisation de la relation, un développement de la dimension du temps réel et de synchronicité, comme je disais. Et donc ça, c'est vraiment l'enjeu de la confiance dans l'entreprise, la confiance vis-à-vis du client, être bien capable de doser les sollicitations vis-à-vis de lui, et puis la confiance dans les outils d'intelligence artificielle. Donc, si on fait un petit peu un point sur l'année 2019, donc évidemment, on a beaucoup parlé de sujets tels que l'intelligence artificielle, la transparence sur l'utilisation des données ou encore la gamification. Est-ce que tu as déjà identifié quelques tendances pour 2020 concernant le marketing digital et la relation client? Alors, ce qu'on a pu observer et ce que j'ai pu entendre pendant ces 2 journées à Cannes, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges évidemment sur l'usage de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle appliquée notamment aux robots de conversation, hein, aux chatbots. Et ce que j'observe, alors je vais prendre ma casquette de blogueur parce que ça fait quelques années que chaque année, je remets un prix de la Best Robot Experience. Donc, je prends tous les chatbots qui existent en France, et puis avec un comité d'experts et d'étudiants, eh bien, on fait des tests utilisateurs de tous les chatbots. Et d'ailleurs, c'est le gagnant de l'année 2019 était le robot de Oui SNCF qui a remporté D'accord. ce prix. Et si je fais un lien avec les échanges, c'est que ce que j'observe dans les tendances, c'est que au-delà de l'usage des chatbots, qui, quand on le voit finalement, est assez lent, hein, parce qu'il y a 10 ans, on prévoyait un raz-de-marée des chatbots et il n'est pas arrivé. En revanche, ce que je vois, c'est que plutôt qu'un développement massif, on est plutôt dans un développement qualitatif. Et dans les échanges qu'il y a pu y avoir au cours des ateliers, même lors des Customer Relationship et Marketing Meetings, c'est qu'on voit que les chatbots viennent aussi aider les collaborateurs au service du client. En quelque sorte, faire des collaborateurs augmentés, faire des interlocuteurs valables pour le client, et quoi de mieux que de proposer aux collaborateurs des ressources d'intelligence artificielle, quoi de mieux que de leur proposer un chatbot qui leur soit dédié, qui leur permette d'accéder à toutes les ressources de l'entreprise, et de façon effectivement à réduire l'effort du client, de façon à améliorer l'efficacité dans les relations. Donc ça, c'est une vraie grande tendance. On a aussi pas mal évoqué, et je pense que le phénomène est en cours de développement encore plus rapide. Il s'agit du développement évidemment de la voix, de l'utilisation de la voix. On sait qu'aujourd'hui, un possesseur de smartphone sur 2 utilise déjà la voix. On sait que 20% des recherches sur Google sur un smartphone sont faites par la voix. On voit de nouveaux cas d'usage qui arrivent aussi bien avec les enceintes connectées que
au sein d'un véhicule qui lui-même est équipé. Donc ça bouleverse aussi le marketing et la relation client, parce qu'on pourrait très bien imaginer un avenir où on se passerait d'écran, on se passerait de clavier, mais on se passerait aussi d'écran, et on pourrait dicter, on pourrait maîtriser son environnement et engager des nouvelles conversations ou des transactions avec des marques sans avoir recours forcément à Mhm. des terminaux traditionnels. Et puis évidemment, dans les tendances pour l'année qui vient, c'est fatalement un client qui est encore plus exigeant, qui est encore plus attentif et qu'on pourrait qualifier de client scrutateur, hein. On peut prendre quelques chiffres. Il y a 10 millions de Français qui ont téléchargé l'application Yuka, l'application qui permet Tout à de fait. scanner les codes barres de produits et connaître leur composition. Voilà un exemple qui témoigne euh, d'une, euh, d'un accès accru aux données qui concernent les produits et donc d'une plus grande transparence. On sait qu'aujourd'hui, une personne sur cinq qui va faire ses courses en supermarché scanne des produits pour connaître leur composition. Donc, derrière ce phénomène et cet exemple, eh bien, il y a globalement une plus grande exigence de la part des clients qui veulent, et c'est ce que disait aussi Axel Lemaire dans sa keynote, veulent avoir davantage confiance dans les marques et au-delà de la confiance dans les marques, dans la confiance dans les entreprises. Et donc, il y a un impératif de transparence, il y a un besoin de confiance accrue à mesure qu'il y a de plus en plus de technologie, à mesure qu'il y a de plus en plus de régulation aussi, puisqu'on a aussi pas mal parlé de la régulation sur les données et du RGPD. Il y a effectivement aujourd'hui un véritable besoin, et notamment sur Internet, d'accroître la confiance D'accord. du client. Donc, pour les quelques tendances, il y en a une autre aussi qu'on peut ajouter et sur laquelle on avait échangé lorsque Oui. nous étions à Cannes pour ces 2 jours, c'est la gamification. Alors, la gamification, je dis ça quelques jours après Ouais. le championnat du monde d'e-sport qui est passé à la télévision. Donc, le jeu est partout. Plus d'un Français sur deux joue aux jeux vidéo, et c'est pas seulement des hommes, c'est aussi des femmes. On a de plus en plus d'interfaces digitales qui ont tendance à devenir de plus en plus ludiques. Et on voit bien que l'enjeu, c'est de prendre tous les codes du jeu vidéo, finalement, pour essayer de les appliquer au domaine de la relation avec le client, et pas seulement au bénéfice du client, mais aussi au bénéfice du collaborateur. Et donc, on observe que les interfaces qui sont mises à disposition des collaborateurs ont tendance aussi à devenir de plus en plus ludiques. On avait fait une étude d'ailleurs à ce propos à l'Académie du service l'année dernière, dans une étude qui s'appelle le baromètre culture service. On avait mesuré la qualité des interfaces à destination des collaborateurs et des interfaces à destination des clients. On avait vu que les deux plus grandes faiblesses de ces interfaces étaient le caractère ludique et le caractère personnalisé de ces interfaces. Donc on voit que même si ce phénomène de gamification qui s'accroît, on a encore de véritables besoins, en tout cas exprimés par les clients et comme par les collaborateurs. D'accord. Donc là, on fait un podcast pour ECN. Donc on parle évidemment beaucoup de e-commerce. J'aimerais savoir quel est ton regard sur l'industrie du e-commerce et de la consommation en ligne en général. Alors, le regard que je porte, c'est celui d'un ancien professionnel et aujourd'hui d'un observateur avec mon blog Sens du client et puis comme consultant. En fait, c'est un secteur qui est plein de paradoxes. À la fois, on est en pleine croissance, hein, il y a de plus en plus de sites e-commerce qui se créent chaque année. En France, on continue sur cette même lancée. On n'a pas encore les chiffres de l'année 2019, mais on peut faire le pari que on va encore connaître une forte croissance. Alors, quand je parle de paradoxe, je dis que d'une part, il y a cette croissance et paradoxalement, quand on regarde dans les résultats d'études de satisfaction au niveau national et global, donc on a mené une étude avec Ipsos depuis maintenant 6 ans
chaque année, donc à l'Académie du service, et on mesure la satisfaction des Français sur un certain nombre de secteurs. Et c'est l'e-commerce qui est en tête des secteurs en termes de satisfaction. Et donc, avec 70% de Français satisfaits, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais quand je dis paradoxe, c'est qu'on est en pleine croissance du chiffre d'affaires, on a un bon niveau de satisfaction, mais si on prend un petit peu de recul, eh bien, ce niveau de satisfaction a perdu quasiment 10 points dans les 6 dernières années. Donc, la satisfaction des clients de l'e-commerce baisse. Je pense qu'il y a de plus en plus de concurrents. Il y a des standards de services qui ne cessent de s'élever. On pourrait évidemment faire référence à tous les leaders de l'e-commerce. On peut parler de Cdiscount, on peut parler de vente privée ou évidemment d'Amazon. Et aujourd'hui, tous ceux qui se lancent dans l'e-commerce pensent que eh bien, c'est un métier plutôt facile, surtout en oubliant le fait qu'il y a une vie après un achat. Et ça, Jeff Bezos, qui est quand même devenu l'homme le plus riche du monde, n'a jamais oublié qu'il y avait une vie après l'achat. Et quand je dis une vie après l'achat, je pense au service après-vente. Je pense aux problèmes que le client pourrait rencontrer. Et donc ça, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai besoin de focus de la part des professionnels de l'e-commerce sur la qualité du service, donc la qualité du service client, la qualité de la gestion des retours, la qualité de la gestion des remboursements. Tout à l'heure, on a parlé de la confiance et de la transparence, donc la qualité du descriptif des produits, la qualité des photos des produits. Donc, revenir aux basiques, aux fondamentaux de la vente à distance, des professionnels de la vente à distance, ça me semble être un impératif. Et d'autant que quand on regarde dans le détail, et là j'ai quelques chiffres sous les yeux qui sont toujours issus du baromètre Culture Service, les points forts de l'e-commerce en France, c'est aux yeux des clients, c'est d'abord la simplification. Les Français sont majoritairement d'accord sur l'item « le service rendu me simplifie la vie ». C'est évident que l'e-commerce simplifie la vie de tout le monde, d'autant que la commande sur mobile facilite complètement l'achat. La commande en un clic, aujourd'hui, c'est facile de commander, ça rend des services à beaucoup de gens. Évidemment, et dans ces autres points forts, on va trouver le gain de temps. Et ça, c'est aussi un des avantages de l'e-commerce par rapport aux autres secteurs de la distribution. Évidemment, l'accessibilité, j'en ai juste parlé à l'instant, c'est-à-dire la capacité à pouvoir commander depuis mon bureau, depuis chez moi, depuis mon mobile et bientôt commander depuis une enceinte connectée. En revanche, dans les points faibles de l'e-commerce, qui apparaissent dans cette étude conduite avec Ipsos maintenant depuis 6 ans, eh bien, on trouve l'écoute du client. Paradoxalement, là où on pensait qu'on était beaucoup plus sensible aux clients dans le secteur de l'e-commerce, eh bien, c'est un des points faibles des sites d'e-commerce en France, c'est la capacité à bien écouter les clients. Et puis, un autre point aussi qui est un petit peu plus inquiétant et qui est pointé du doigt par les clients du secteur de l'e-commerce, c'est le fait que les interlocuteurs soient suffisamment formés pour rendre le meilleur service. Et c'est un item qui fait partie des plus faibles, et c'est un item qui est en baisse de 8 points par rapport à la moyenne de tous les secteurs. Donc, c'est dire que eh bien, les professionnels de l'e-commerce ont besoin un peu de muscler leur service, non seulement, mais aussi de former leurs collaborateurs pour que ceux-ci soient suffisamment agiles, puissent suffisamment interagir avec efficacité vis-à-vis des clients. Donc voilà les paradoxes de l'e-commerce à mes yeux, c'est-à-dire que d'un côté une grande satisfaction, mais une satisfaction en forte baisse, et puis des points forts et des points faibles, avec toujours, et c'est mon dernier point, cette formidable capacité qu'a l'e-commerce à, on pourrait dire, enchanter le client. Alors quand on dit enchanter le client, qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, ça veut dire la proportion de clients très satisfaits. Et là, c'est l'e-commerce qui est un champion, en l'occurrence en France, quand on compare à la restauration, à l'énergie, aux fournisseurs d'accès à Internet, à la distribution spécialisée. C'est dans l'e-commerce qu'on trouve la plus grande proportion de clients très satisfaits, en l'occurrence 15%. 15% à comparer aux 7% de la grande distribution ou aux 5% de la banque. Donc, il y a encore
et ça c'est une véritable chance pour l'e-commerce, il y a encore une capacité à satisfaire le client, à l'enchanter, et souvent avec des petits détails, hein, et moi j'adore les petites attentions, j'adore les rituels, j'adore tous les petits indices qui vont dire au client qu'on pense à lui, toutes les pages d'erreur qui sont designées, tous les messages qui sont dans les colis, toutes les façons d'enchanter une navigation, la facilité avec laquelle on va mettre les produits dans un panier, la facilité avec laquelle on va se faire rembourser et traiter le problème du client. Ça, c'est autant de petites choses auxquelles le client est extrêmement sensible et qu'on retrouve paradoxalement pas dans tous les secteurs d'activité. Donc l'e-commerce a encore de belles années devant lui, à condition que les professionnels musclent un petit peu leur jeu, si je puis dire. Voilà. C'était ma dernière question, donc je vais te remercier pour ton temps et pour ton expertise. Avec plaisir. Et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.